Bonsoir à tous. Bonsoir. On est très heureux ce soir de vous accueillir pour un nouveau Patrimo Live, un Patrimo Live que j'aurai donc ce soir le plaisir d'animer avec Ouda Selmouni, notre responsable de l'ingénierie patrimoniale que vous connaissez maintenant, que vous connaissez bien puisqu'elle intervient régulièrement sur les Patrimo Live avec moi, sur toute la partie pédagogique, sur lesquels aujourd'hui nous allons aborder un webinaire spécifique sur la déclaration d'impôt 2023. C'est un webinaire là aussi traditionnel, puisque chaque année, on vous fait un spécial focus sur la déclaration d'impôt. On va revenir sur la construction du revenu. On va être très interactif avec Ouda ce soir. On a décidé d'être un petit peu plus dans l'interaction encore que d'habitude. Et avec vous également, hein, n'hésitez pas à poser les questions. Hein. Exactement, on va vous parler des nouveautés de cette déclaration. On va également vous rappeler le calendrier. Le calendrier à respecter en fonction de votre département, en fonction de ceux qui ont que l'impôt sur le revenu, ceux qui ont l'impôt sur le revenu plus l'IFI. Voilà, on va revenir sur tous ces paramètres. Comme sur toutes nos précédentes interventions, donc vous connaissez l'outil, vous avez la capacité de poser des questions en live, on va y répondre au fur et à mesure. De cette manière, ça alimente aussi, bien évidemment, ce live. N'hésitez pas à nous interroger et on va bien évidemment répondre à toutes vos questions. Voilà, on vous souhaite un très bon webinaire en notre compagnie pendant près de 45 minutes à 60 minutes. Et on vous souhaite donc d'avoir et d'obtenir toutes vos réponses ce soir. Alors, on va d'abord refaire un petit focus sur le Centre du patrimoine. Donc, le Centre du patrimoine, c'est un acteur de la gestion privée qui existe depuis plus de 20 ans maintenant. Aujourd'hui, on a une relation unique, privilégiée avec nos clients, on les accompagne dans le temps, on les accompagne au niveau patrimonial, fiscal, financier. On essaye, en tous les cas, dans un monde qui bouge et qui est de plus en plus complexe, de mettre notre expertise patrimoniale à votre service. Aujourd'hui, donc, le centre a été créé en 2002. On a plus de 400 familles que nous conseillons au quotidien. C'est une société familiale. On se veut proche de nos clients, réactif, stable dans la relation avec nos clients. C'est un des points très forts dans les relations qui sont notées donc par l'ensemble de nos clients. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un point sur le sommaire. Je l'ai fait en intro. On revient donc sur le revenu global, sur la liquidation de l'impôt. Ensuite, on reviendra sur le calendrier fiscal. Et enfin, on finira par les nouveautés 2023. Et surtout, pour ceux qui ont déjà commencé peut-être à se pencher sur la déclaration d'impôt, surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions. Alors, on revient sur le revenu global parce que chaque fois, on me dit est-ce que finalement ça sert à quelque chose, hein, Ouda? On s'est posé la question, est-ce qu'on refait un focus sur comment on construit un revenu, comment on construit le revenu pour après établir la déclaration d'impôt et calculer l'impôt. Je crois que c'est toujours intéressant de revenir sur la façon dont on détermine un revenu pour bien comprendre en fait qu'en France, la particularité de la France, c'est deux choses. C'est petit 1, on travaille par catégorie de revenus. Donc ça, c'est le premier point. On va faire un focus sur chacune des catégories. Ensuite, on va déterminer grâce à ça un revenu brut global à partir du moment où on aura appliqué les spécificités de chaque catégorie. Et enfin, on détermine donc un revenu net imposable. Ça nous permet de cette manière d'avoir une liquidation de l'impôt qui sera fait à partir du revenu net imposable que nous aurons calculé et on appliquera à chaque fois la même méthodologie. Pour ça, vous avez plusieurs formulaires. Ouda, à chaque fois, on nous interroge, on nous dit voilà, la 2042, 2042C. Effectivement, en fonction de la catégorie de revenus, j'ai perçu tel revenu, où est-ce que je le déclare, qu'est-ce que c'est? Je sais que dernièrement, il y en a aussi qui ont reçu des rappels en disant pensez à déclarer vos revenus d'auto-entrepreneur sur votre 2042C. Donc on nous dit mais attention, qu'est-ce que c'est? Je ne connais pas. C'est intégré, hein, toutes ces annexes-là sont intégrées dans votre déclaration en ligne. À partir de votre 2042, vous allez venir cocher sur votre déclaration les catégories de revenus qui vous concernent de manière à automatiquement déclencher l'annexe qui correspond en fait à cette catégorie de revenus. Donc, pour le coup, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez un ensemble de revenus qui constitue votre revenu brut global. Chaque catégorie, vous les voyez là, on vous les a toutes données en ligne. Donc, il y a bien sûr les traitements et salaires, hein, pour ceux qui sont salariés. Pour ceux qui sont retraités, vous avez les pensions retraite et rentes. Vous allez avoir les rentes viagères à titre onéreux,
Derrière, vous allez avoir également tout ce qui est revenus de capitaux mobiliers, pour ceux qui ont des dividendes, pour ceux qui ont aussi des cessions de droits sociaux. Vous devez remplir donc le formulaire 2074, par exemple. Mais ceux qui ont des revenus locatifs, alors les revenus locatifs nus, qu'on soit bien d'accord, parce que souvent on fait l'amalgame entre le nu et le meublé. Ce ne sont pas les mêmes déclarations. Sur la partie nue, on remplira une déclaration 2044 ou 2044S, ou alors on fera une option pour le microfoncier. Voilà, si on a la capacité que ça soit plus intéressant. En tous les cas, il faut se poser les bonnes questions. Ensuite, il y a les bénéfices agricoles pour ceux qui ont des revenus agricoles, les bénéfices non commerciaux pour toutes les professions libérales, les médecins, les kinés remplissent donc ce qu'on appelle une 2035. Vous avez également donc les BIC, bénéfices industriels et commerciaux, ou micro-BIC. Et d'ailleurs, ça concerne entre autres les revenus de location meublée qu'on traite régulièrement dans cette catégorie-là. Il y a également les revenus exceptionnels et différés, qui peuvent être des indemnités de départ à la retraite, par exemple, ou des primes exceptionnelles. Voilà, ça peut faire partie des revenus exceptionnels avec des traitements particuliers à chaque fois. Il ne faut pas hésiter à nous poser des questions si vous avez un doute sur votre déclaration. Effectivement, sur les revenus exceptionnels, en fait, souvent on se dit, bon, ça je vais le déclarer en revenu exceptionnel. Il y a des règles pour que ce soit considéré par l'administration fiscale comme un revenu exceptionnel. Il faut que ce revenu, en fait, excède, que la moyenne que ce revenu exceptionnel excède la moyenne des revenus des 3 dernières années. Donc, vous prenez vos revenus des 3 dernières années que vous avez déclarés au fisc, vous faites une moyenne et vous regardez si ce revenu que vous allez percevoir, une indemnité, par exemple, de licenciement, une prime chapeau ou autre, si ce revenu-là excède la moyenne des 3 dernières années, on considère ça comme un revenu exceptionnel et donc vous pouvez demander à bénéficier du système du quotient, c'est-à-dire que c'est un calcul un peu technique, mais qui va permettre de lisser l'impôt sur 4 ans. Alors, très clairement, vous avez, je pense, tous compris maintenant que, en fait, en fonction du revenu que vous allez avoir une déclaration en fonction de la typologie de revenu que vous avez. Donc ça, si à un moment donné, vous avez un doute, vous avez des questions ou vous ne savez pas comment remplir votre formulaire, surtout, n'hésitez pas à nous interroger. Voilà, ça, c'est le premier point. Ouais. Et il faut aussi rappeler qu'il y a certains revenus, même si vous avez déjà payé l'impôt, de la flat tax par exemple, ou voilà un prélèvement, une retenue à la source, il faut quand même les déclarer. Je pense par exemple aux plus-values de cession, enfin aux plus-values immobilières. Vous vendez un immeuble, vous avez une plus-value, le notaire va prélever le montant de l'impôt et le verser à l'administration fiscale, mais vous devez quand même aussi de votre côté réintégrer cette plus-value-là dans votre déclaration, enfin en tout cas déclarer cette plus-value dans votre déclaration, même si vous avez payé un impôt. Pourquoi ? Parce que cette plus-value va être prise en compte dans le calcul du revenu fiscal de référence. C'est pareil pour les revenus de capitaux mobiliers, quand vous avez la flat tax qui a déjà été appliquée, faut quand même les déclarer. C'est très important ce que tu viens de dire, Ouda. Très clairement, aujourd'hui, il y a un élément important, c'est le revenu fiscal de référence. L'ensemble de la construction de l'ensemble de vos revenus permettent à l'administration fiscale in fine de calculer un revenu fiscal de référence qui permet en fait de servir de base pour calculer pas mal de choses comme les prestations familiales et d'autres prestations. Hein. Ça peut être le prêt à taux zéro, par exemple, aussi. Oui. Voilà, ça peut être un certain nombre d'éléments qui vont permettre de donner des éléments complémentaires et totaux pour l'administration fiscale. En fait, ça permet vraiment de calculer au global le revenu à prendre en compte pour l'administration fiscale. Alors, là, on l'a détaillé. Donc, le revenu brut global, c'est l'ensemble du calcul de tous vos revenus. Donc, revenus salariés, pensions et rentes viagères, autres revenus, les allocations Pôle emploi également. Ça peut être également donc, tout ce qui est BIC, BNC, BA, donc bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et bénéfices industriels et commerciaux, les revenus micro-entreprises. Et c'est également tous les revenus du patrimoine. On vous l'a mis en bas en droite sur la slide. Donc, les revenus fonciers, c'est-à-dire les revenus locatifs nus, les revenus de capitaux mobiliers et les revenus de location meublée qui sont traités différemment, je le répète et je réinsiste, parce que souvent on nous interroge sur ces éléments et cette différence qu'il peut y avoir. Ouais. D'ailleurs, sur ce point-là, Jean-Olivier, sur les revenus du patrimoine, donc les revenus fonciers
ou les revenus VIC, par exemple. On a vu juste un peu avant, Jean-Livie a dit, vous pouvez être soit au régime réel, soit au régime du micro-foncier ou du micro-BIC. On l'a déjà vu sur plusieurs déclarations d'impôts, enfin plusieurs avis d'impôts. Quand vous êtes au régime du micro, surtout, vous déclarez uniquement le montant brut. Vous n'appliquez pas vous-même l'abattement de 30% ou de 50%, parce que du coup, ça fait appliquer un double abattement. On l'a déjà vu, donc je préfère le rappeler. On déclare vraiment le montant brut et c'est l'administration fiscale qui va appliquer l'abattement. Ce qui est important, c'est de comprendre que chaque catégorie va avoir des règles particulières. D'accord? Donc ça, il faut bien en prendre conscience. Quand j'ai des revenus locatifs, par exemple, je vais savoir quelle va être la règle d'imputation de mon déficit foncier, par exemple. Si je fais une option pour le régime réel, dans le cadre des locations nues, attention, je dois maintenir cette règle pendant 3 ans. Je ne peux pas dire, tiens, je prends une année le régime réel et une année le micro foncier. Ce n'est pas possible. L'option pour le régime réel implique une conservation pendant 3 années. Donc, à chaque fois, il y a des conséquences quand même qu'il est important de rappeler. Et à chaque fois que vous allez prendre et déterminer une option pour votre déclaration de revenus, elle va avoir des conséquences importantes pour la suite du calcul de l'impôt in fine. Donc là, c'est pareil, vraiment, quand on a plusieurs typologies de revenus, il faut vraiment bien se poser et réfléchir aux conséquences de chaque revenu. Donc, le revenu net imposable, il est calculé comment? Il est calculé grâce au revenu brut global qu'on a consolidé grâce à l'ensemble des catégories que nous venons de voir juste avant. Après, c'est assez simple, hein, c'est assez logique. Voilà, le revenu global en France, il est calculé par catégorie. Donc, je calcule chaque catégorie et ensuite, une fois que j'ai consolidé l'ensemble des catégories, je les additionne pour donner un revenu brut global. Derrière, je vais donc pouvoir faire et mettre en place des charges déductibles que vous retrouvez à chaque fois, hein. Vous les voyez, en fait, c'est assez lisible à la fois sur la déclaration de revenus et à la fois sur l'avis d'imposition que vous recevez derrière. Donc, les charges déductibles, vous avez les frais réels, par exemple, ou l'abattement forfaitaire, les moins 10, moins 20 pour les salariés. Vous avez les pensions alimentaires, bien sûr, dans certaines limites à chaque fois, hein. Donc, il est important de regarder chaque spécificité, les prestations compensatoires pour nos clients qui sont en phase de divorce, les déficits et déficits globaux des années antérieures. Ça aussi, c'est important. Qu'est-ce que je peux reporter ou pas reporter? Les frais d'accueil pour les personnes âgées de plus de 75 ans, par exemple, dans les EHPAD. Les cotisations retraite complémentaires, donc ça, vous connaissez bien. Souvent, bien sûr, dans notre quotidien, beaucoup de nos clients souscrivent à des plans d'épargne retraite, surtout que depuis peu, on peut sortir en capital. Donc, bien évidemment, le Perrin a se retrouvé, on va dire, beaucoup d'enthousiasme. Donc, aujourd'hui, toutes les cotisations retraite sont déductibles, bien sûr, dans certaines limites. Là aussi, on ne peut pas tout déduire. Donc, c'est important de bien comprendre ce à quoi j'ai droit en déduction. Les retraites mutualistes du combattant, les charges foncières des immeubles historiques et assimilés, ensuite les arrérages de certaines rentes, la CSG partiellement déductible. Alors, celle-là, c'est très important de comprendre que cette charge déductible, en fait, souvent on nous dit oui, mais elle est préinscrite. Alors, attention, elle est préinscrite que pour une partie. Souvent, il n'y a pas la totalité de la CSG déductible. Il faut regarder qu'est-ce qui est déductible et pas déductible. Souvent, il peut y avoir soit la CSG payée sur les revenus capitaux mobiliers qui peut être oubliée, ou la CSG payée sur les revenus fonciers. Alors ça, c'est plus rare, mais ça peut arriver. Donc, il faut quand même vérifier à chaque fois que cette CSG partiellement déductible, qui a été inscrite par l'administration fiscale en N-1, je rappelle que la CSG partiellement déductible qui est inscrite l'année N, elle est en fonction de l'année N-1 sur le paiement qu'on a fait en N-1. Et ensuite, on a les abattements spéciaux pour personnes âgées. Donc, c'est l'ensemble de ces charges qui vont permettre de donner un revenu net imposable et derrière qui va nous permettre tout simplement de liquider l'impôt et de le calculer. Alors, pour l'instant, on n'a pas de questions, mais n'hésitez pas. Ouda, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport Non, j'allais dire justement par rapport au nombre de parts fiscales, on va prendre le revenu net imposable on va appliquer le nombre de parts fiscales que tu as là. Et donc, ça va nous permettre de calculer le montant de l'impôt. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, très clairement, on va regarder ce qu'on appelle le quotient familial. Le quotient familial, il va être calculé grâce au nombre de parts auquel on a droit, ce qui évolue en fonction de la situation maritale qu'on va avoir et du nombre d'enfants qu'on peut avoir. Donc, bien sûr, plus on a d'enfants,
plus on a un quotient familial élevé, plus on va avoir une application d'abattement et de cette manière avoir bien sûr un effet positif entre guillemets sur l'impôt puisque moins on va payer d'impôts. Ceci dit, voilà, est-ce que ça compense totalement ce que coûte d'élever Non, je des crois pas, enfants? non. J'en ai pas, ça n'a pas d'impact. Je ne crois pas C'est autant. vrai que l'objectif en fait, du quotient familial, c'est d'ajuster finalement la charge de l'impôt, le montant de l'impôt aux capacités contributives de chaque foyer fiscal. Mais voilà, ça efface pas totalement. Ça Donc, aide. l'intérêt, c'est aussi de regarder les situations spécifiques parce que le quotient familial peut être aussi modifié, pas que grâce à sa situation maritale, mais si on a été divorcé, si on a été veuf, si on a élevé un enfant depuis pendant, voilà, En pendant, 5 ans, pendant ouais. 5 ans, avant sa majorité, etc. Donc, il y a pas mal de cas spécifiques qu'il faut là aussi bien regarder et voir si l'administration fiscale a finalement, in fine, les bonnes informations de manière à pouvoir appliquer les bons chiffres et les bonnes informations, et de cette manière que votre calcul d'impôt soit juste. Oui, là, voilà, là aussi, c'est un point qu'on constate souvent. Soit des personnes qui auraient pu avoir une demi-part supplémentaire parce que leur situation fait que ils pouvaient y accéder et on ne le voit pas sur l'avis d'impôt. Soit le contraire, c'est que la personne a dit oui, moi j'ai le droit à ma demi-part supplémentaire ou à ma part supplémentaire, alors qu'en fait, elle ne répond pas aux conditions. Donc, on voit quand on analyse, nous, dans les bilans patrimoniaux et on analyse les impôts, les avis d'imposition, on voit qu'il y a aussi quand même des points d'erreur là-dessus. Donc, il faut être vigilant. Et si vous avez un doute, soit nous contacter ou prendre attache avec l'administration fiscale, mais c'est un point à regarder quand vous êtes dans des cas particuliers, veuve, divorcée, avec des enfants à charge, vous avez élevé des enfants seuls, etc. Exactement. Alors, à partir de là, ce qui est important de comprendre, vous voyez, on est passé donc sur les revenus catégoriels. On vous a expliqué comment on construisait un revenu net. On vous a expliqué le quotient familial. Maintenant, j'aimerais qu'on s'attarde sur une chose importante, c'est le fonctionnement du barème. On a une grande chance en France, excusez-moi de parler de ça, mais de parler comme ça, en tous les cas, d'une grande chance, mais on s'en rend peut-être pas compte, mais en fait, on a un barème en France qui est progressif. Alors après, est-ce qu'il est juste, pas juste? Est-ce que concrètement, on pourrait mettre plus de tranches, pas de tranches? Je ne rentrerai pas sur des sujets politiques ce soir, mais en tous les cas, aujourd'hui, vous avez un barème qui est progressif. Donc, en fait, ça fonctionne comme les principes des vases communicants. C'est-à-dire que concrètement, jusqu'à 10 777 € pour une part de quotient familial, hein, qu'on soit bien d'accord, je paye zéro. Moi, je paye zéro. J'ai un taux marginal d'imposition à 0%. Une fois que j'ai obtenu 10 777 € de revenus nets dans l'année, je bascule dans la tranche 2. 10 778 jusqu'à 27 478. Et ainsi de suite pour arriver à la tranche 5 qui correspond à des revenus par part de quotient familial supérieur à 168 994 €. Donc, vous voyez, la tranche 5, c'est la tranche la plus importante. Et on paye 45% au-delà de 168 994. Donc, comment ça marche? Le principe des vases communicants, il est assez simple. Tant que je suis dans la tranche, tant que je suis dans ma tranche, et que je n'ai pas obtenu la totalité de mon revenu qui permettait de passer à la tranche d'au-dessus, je reste taxé dans la dernière tranche marginale d'imposition sur laquelle je dois être taxé. Exemple, si demain j'ai un revenu de 100 000 €, on va vite voir que là, tous les revenus qui vont être au-dessus de 100 000, si par exemple j'ai une prime demain au-delà de 100 000, eh bien, tous mes revenus au-delà de 100 000 jusqu'à 168 994 seront taxés à 41%. Donc, si demain j'ai une prime de 10 000 € alors que je gagne 100 000 € et que donc je devrais passer à 110 000 € de revenus bruts, eh bien, sur mes 10 000 €, je vais avoir 41% d'impôt. Donc, je vais payer 4 100 € d'impôt. Donc, des fois, il peut être intéressant, et ça nous arrive régulièrement, bien évidemment, sur les audits patrimoniaux que nous faisons et sur les accompagnements au quotidien que nous faisons de nos clients. Parfois, nous arrivons à faire sauter une tranche, à faire diminuer une tranche parce qu'à un moment donné, on bascule. Donc, il peut y avoir un vrai intérêt parce que le frottement fiscal, vous le voyez, passer de 41 à 30, c'est quand même 11% de moins sur le revenu. Et ce n'est pas neutre, c'est 30% de moins quasiment d'impôts, en fait, que l'on paye par rapport aux revenus que l'on génère. Donc, c'est quand même important. À partir de là, il faut comprendre que le revenu, une fois qu'il est construit, une fois qu'on a la progressivité de l'impôt, ça va permettre d'avoir une liquidation en fonction de son quotient familial, en fonction de ce revenu. Et à partir de là, on sait quel est le montant d'impôt qu'on va payer.
Et là, vous voyez que c'est très bien fait sur ce slide que nous avons produit grâce à la source service public. Hein. Aujourd'hui, nos équipes, Ouda et moi-même, quand on a préparé cette présentation, bien évidemment, on est allé chercher les sources d'informations directement sur servicepublic.fr. Donc, c'est des choses que vous pouvez vous-même aller recueillir. Eh bien, on voit bien comment ça marche. D'accord? Quelqu'un qui aujourd'hui a 30 000 euros de revenus nets imposables, eh bien, en fait, il va remplir la première tranche totalement, 0%. Il va remplir la deuxième tranche à hauteur de 27 478 euros. Donc, concrètement, il va payer 11% sur la différence entre 27 et 10, entre 27 478 et 10 778. Et ensuite, il remplira la tranche 3, celle à 30%, pour finalement le complément de 30 000 euros, de 27 479 à 30 000 euros. Et donc, il aura un complément d'impôt. Donc, au global, il aura 2 593,71 euros. Alors, j'aimerais juste faire un point, vraiment un nota bene ou faire un focus, faire un point d'attention. Souvent, on nous mélange des choses. La tranche marginale d'imposition, c'est le niveau d'imposition dans lequel vous êtes quand vous allez avoir des revenus, parce que concrètement, vous avez rempli toutes les tranches et on est dans une tranche, donc là, par exemple, à 30%. A contrario, vous avez un deuxième élément qui est important et qui sera important parce qu'il va avoir de l'impact sur votre prélèvement à la source derrière. C'est ce qu'on appelle le taux moyen d'imposition. Le taux moyen d'imposition, c'est le montant réel de l'impôt payé, d'accord, par rapport au revenu annuel que l'on a. Donc aujourd'hui, très clairement sur cet exemple que vous avez en face de vous, aujourd'hui, on a quelqu'un qui est dans une tranche marginale d'imposition à 30%. Donc, ça veut dire que tous les revenus qu'il pourrait avoir en plus, au-delà de 30 000 euros, il sera taxé à 30 jusqu'à 41%. Mais à côté de ça, il a en fait en réalité payé 2 593 euros d'impôts par rapport à 30 000 euros de revenus nets imposables. Donc, en fait, il a un taux moyen d'imposition de 8,64% du revenu net imposable. J'espère que ça, c'est clair ce soir. D'ailleurs, l'administration fiscale va normalement, sur ses avis d'impôt des revenus 2022, désormais communiquer ce taux moyen d'imposition. Après, c'est prévu, on verra comment ça ressort, mais ces taux moyens d'imposition devraient maintenant apparaître sur votre avis d'imposition. Le taux moyen d'imposition, le taux moyen d'imposition, c'est le taux réel d'impôt que vous avez payé par rapport aux revenus que vous avez au global. Donc, bien évidemment, plus on va avoir des revenus importants et plus ce taux moyen d'imposition va être élevé. Et à contrario, plus on est dans la moyenne, c'est-à-dire entre 30 et 41%, et plus on a un taux moyen qui se situe autour de 10, 12, 13% de taux moyen d'imposition. Donc, j'espère que ça, c'est clair aujourd'hui. N'hésitez pas à utiliser l'outil. Questions, je vois qu'il n'y a pas de questions pour le moment, mais n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez. Je sais que ça peut être un peu technique, un peu rébarbatif. On essaye d'être très accessible ce soir et d'être le plus clair possible avec Ouda. Donc, pour finir, et ce qui me permet, pour finir la partie pédagogique, on va dire, la partie impôt, avant de rentrer dans le vif du sujet des nouveautés et du calendrier, ce qui est très important, c'est de comprendre comment l'impôt net à payer va être calculé. Donc, c'est l'impôt brut qui est calculé, en fait. C'est-à-dire que concrètement, c'est exactement comme tout à l'heure le revenu brut. Du revenu brut, j'arrive au revenu net. Et bien, de l'impôt brut, j'arrive à l'impôt net. Concrètement, aujourd'hui, il va se passer deux choses. Il va se passer, petit 1, le plafonnement des effets du quotient familial. Petit 2, il peut y avoir une décote si les revenus sont modestes. Et petit 3, il va y avoir tout ce qui est réduction et crédit d'impôt. D'accord? Donc, réduction d'impôt, crédit d'impôt. La réduction d'impôt, je me permets de rappeler comment ça fonctionne par rapport au crédit d'impôt. La réduction d'impôt, très clairement, si on dépasse le montant de l'impôt qu'on doit payer, bien, la réduction est perdue. A contrario, sur le crédit d'impôt, si on a un crédit d'impôt supérieur au montant d'impôt payé, on reçoit en fait un virement, on reçoit un surplus, un chèque ou un virement de la part de l'administration fiscale qui nous dit vous avez payé, vous avez une réduction d'impôt qui en fait est un crédit d'impôt, vous n'avez donc pas assez d'impôt à payer, donc on vous restitue de l'argent, c'est donc un crédit d'impôt. Donc ça, c'est important de le comprendre, auquel s'ajoute la CEHR et la reprise des réductions ou de crédit d'impôt antérieures. Donc ça, c'est important de bien comprendre comment ça marche. C'est important de comprendre comment ça marche. Alors, attention, là aussi, c'est pareil. On est très souvent en rendez-vous. On a une autre confusion qui est très régulièrement faite. C'est ce qu'on appelle les déductions et les réductions. Ça, c'est concrètement, on est d'accord, Ouda, Oui.
Les déductions, on revient au tout début de la présentation, les déductions ce sont toutes les charges déductibles du revenu global, alors que les réductions et crédits d'impôt s'appliquent, eux, sur le montant de l'impôt. Alors, c'est important de comprendre qu'aujourd'hui, la déduction fiscale, la déduction sur le revenu, elle s'applique sur le revenu brut. Elle s'applique en haut, en fait, de, la déclaration et c'est de cette manière qu'on va pouvoir appliquer une correction du revenu. À contrario, une réduction, elle s'applique en bas, tout en bas de la déclaration et en bas de l'avis d'imposition et en fait, il vient corriger non pas le revenu, mais ça vient corriger le montant de l'impôt. D'accord? C'est pour ça que tout ce qui est déduction fiscale ne rentre pas dans le plafond des niches fiscales. À contrario, tout ce qui est en réduction d'impôt va être intégré à l'intérieur du plafonnement des niches fiscales. Et donc là, c'est une deuxième technique qui, qui donc va arriver et qui nécessite bien évidemment de bien mettre en place, euh, euh, de bien mettre en place en tous les cas la compréhension globale entre réduction et déduction. OK. Bon, avant de passer à la suite, on a quelques petites questions qui démarrent. On va revenir il y a une personne qui nous interroge sur la plus-value immobilière. Donc, je vends un bien, j'ai une plus-value, le notaire a payé l'impôt, je dois quand même déclarer cette plus-value. Donc, cette plus-value, on me demande où est-ce qu'elle doit être déclarée. Elle doit être déclarée dans la case 3VZ, 3VZ de la déclaration 2042. Et pourquoi on doit la déclarer? On l'a dit tout à l'heure, c'est pour permettre à l'administration fiscale, donc ça ne va pas vous générer d'impôts supplémentaires puisque l'impôt a déjà été payé, mais c'est simplement que ça va rentrer en compte dans le calcul du revenu fiscal de référence. Le revenu fiscal de référence, c'est ce que vous avez en première page de l'avis d'imposition qui va permettre derrière, si vous demandez, comme a dit Jean-Louis tout à l'heure, un prêt à taux zéro, si vous avez besoin de prestations familiales, etc., c'est vraiment le revenu de référence sur lequel les administrations publiques ou les banques vont s'appuyer pour déterminer si vous avez droit de bénéficier de telle ou telle prestation. Donc, case 3VZ de la 2042, ça n'augmente pas l'impôt, mais c'est rentre en compte dans le revenu fiscal de référence. Alors, on peut également, on parle souvent des prestations familiales, on parle souvent du prêt à taux zéro, mais ça concerne aussi la CEHR, hein, Ouda. Le Aussi. revenu fiscal de référence, c'est grâce au revenu fiscal de référence qu'on va savoir si notre contribuable, notre client, va donc être soumis ou pas à la CEHR. Tout à fait. Donc, Même, et pour la prime Rénov, par exemple, pour tout ce qui est dépenses de transition énergétique, pour savoir combien on a le droit pour la prime Rénov, par exemple, on s'appuie aussi sur le revenu fiscal de référence. Donc, c'est un élément que vous ne devez pas occulter. on espère, Françoise, qu'on a répondu à votre question ce soir. Et n'hésitez pas à compléter votre question si on n'a pas répondu à l'ensemble des éléments. Guy nous pose une autre question sur les montants qui sont pré-remplis. Alors, plus généralement, on vous invite, avec Ouda, à bien regarder, à bien vérifier les montants qui sont pré-remplis. Il ne faut pas croire 100% des montants qui sont inscrits. Il faut quand même les vérifier. Alors, ils sont souvent justes, mais il y a souvent des erreurs, soit des oublis. Des oublis, voilà, plus que des erreurs, souvent des oublis de la part de l'administration fiscale, parce que parfois les caisses de retraite, parce que là on parle Guy pose la question sur les revenus, sur les pensions, parfois les caisses de retraite peuvent mettre du temps, notamment quand on est dans le cas de pension de réversion, pour le décès d'un conjoint, on bénéficie de la pension de réversion, des fois les caisses de retraite mettent du temps à mettre à jour leur base et donc à communiquer l'information à l'administration fiscale. Donc là, quand on est en période de déclaration, il ne faut surtout pas hésiter à se rapprocher des caisses de retraite auxquelles vous êtes rattaché pour demander l'attestation fiscale et vérifier que le montant qui a été déclaré à l'administration fiscale correspond bien, que vous retrouvez en tout cas sur votre déclaration pré-remplie, correspond bien aux attestations que vous avez en face. Alors, il nous paraît intéressant chaque année de vous mettre un avis d'impôt comme exemple. Ça nous paraît intéressant parce que clairement, on voit bien les choses. On voit bien les choses pour bien comprendre comment ça fonctionne par catégorie. Aujourd'hui, très clairement, on voit sur l'impôt sur le revenu, en haut à gauche, là, on a détail des revenus. C'est parfois un peu écrit petit, hein, on en est désolé. Là, c'est un avis d'impôt assez fourni et ça nous permet comme ça d'avoir des éléments vraiment détaillés. Donc, en haut à gauche, là, vous avez impôt sur le revenu, vous avez détail des revenus. Et c'est ça que je veux vous montrer, vous faire bien comprendre. Ici, sur les détails des revenus, vous allez donc avoir la première ligne, par exemple, là, c'est pour un salarié. Donc là, bien sûr, il y a des salaires,
Derrière, il y a les déductions. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé des frais réels ou des 10%. Eh bien là, vous le voyez, hein, on applique les 10%. Derrière, donc, ça veut dire qu'on va avoir un revenu net corrigé après la déduction des 10% sur les salaires qui vont être à 63 086 euros. Derrière, on a mis en place une troisième ligne qui est donc les BIC, parce que là, par exemple, le conjoint est un BIC, donc ça peut être par exemple un commerçant, d'accord? Donc il va avoir des revenus. Là, en l'occurrence, il y a 127 074 euros. Alors, la particularité, c'est que sur les BIC, ils ont souvent un bilan comptable à faire. Donc, le bilan comptable va corriger déjà en partie le revenu net. Et ça permet d'avoir en fait un montant exact. Derrière, on va avoir donc les revenus de location meublée dans cet exemple qui vont bien évidemment être détaillés par rapport au BIC puisque c'est des revenus qui sont de nature différente, hein, même si on est traité dans les BIC. Et dessous, vous le voyez, il y a des déficits des locations meublées non professionnelles qui sont déclarées par le foyer, qu'on n'a pas intégrés, voilà, qui vont être rajoutés. À partir de ce moment-là, on va rajouter les revenus de capitaux mobiliers. On va rajouter les revenus fonciers. Et comme vous pouvez le voir, on va arriver à un revenu brut global. C'est la ligne du milieu à peu près de la page de gauche. Le revenu brut global, c'est le revenu complet qui permet d'additionner en fait l'ensemble des catégories de revenus. Donc j'ai bien les catégories qui sont bien distinctives à gauche. Donc salaire, BIC, revenu de location meublée. Ensuite, j'ai les revenus de capitaux mobiliers, j'ai les déficits de capitaux mobiliers s'il y en a, j'ai les revenus donc fonciers et l'ensemble me donne le revenu brut global. D'accord? C'est tout à l'heure, c'est ce que je vous expliquais. Derrière, on va appliquer la CSG déductible. De la CSG déductible, on va avoir un revenu imposable. D'accord? J'aurais pu aussi avoir à ce moment-là, par exemple, des cotisations à des pertes. Épargne retraite, oui. Des pertes d'épargne retraite. Et là, ça aurait été mis à cet endroit-là, là où il y a CSG déductible. D'accord? Ça m'aurait permis de corriger mon revenu imposable. Bon, là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Donc, j'ai un revenu imposable. À partir de là, j'ai un impôt qui va être calculé en fonction du quotient familial, on l'a vu tout à l'heure. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, autant les déductions, sachant que la CSG déductible, c'est une déduction fiscale, au même titre que le PER, au même titre que la retraite des combattants, par exemple, etc. Donc voilà, ou les frais d'hébergement pour personnes âgées. Autant la partie réduction d'impôt va intervenir à ce moment-là. La partie réduction d'impôt, elle va venir corriger donc l'impôt, revenu au barème, avec là les dons, les frais de comptabilité. Ben oui, parce que j'ai de la location meublée. Derrière, j'ai des dons aux œuvres. Je pourrais avoir du Pinel. Je pourrais avoir un certain nombre les salariés à domicile. Voilà, je peux avoir un certain nombre de prestations qui me permettent de donner un impôt. Le salarié à domicile est dans les crédits d'impôt, mais on peut avoir les frais de scolarité, les dons, effectivement, les frais de comptabilité, les investissements de défiscalisation, les FIP, les FCPI, tout ça, c'est de la réduction d'impôt. Exactement. Donc derrière, une fois que j'applique après les crédits d'impôt, donc l'impôt total avant crédit d'impôt, j'ai le montant de l'impôt qui m'est donné, et ensuite j'ai les crédits d'impôt qui viennent s'appliquer, et ça me permet d'avoir un impôt net global. Ensuite, vous le voyez très bien, c'est bien énoncé, ça me donne les prélèvements sociaux qui sont payés, d'accord? Le total des prélèvements sociaux qui vont être dus, et ça permet d'avoir le calcul du solde de l'impôt de manière très précise. Ce qui va être important depuis le prélèvement à la source, vous allez avoir également un élément important dans votre impôt d'imposition qui se situe en fait derrière le calcul du solde de votre impôt 2020. C'est la moitié de la page donc de la page de droite. Vous avez calcul du solde de votre impôt pour 2020. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, sur l'impôt sur le revenu, on va calculer l'impôt réel qui aurait dû être payé et on regarde ce qui a été prélevé à la source tout au long de l'année 2020. Donc, pour voir si concrètement, on est en avance ou en retard par rapport au montant qu'on aurait dû payer. Si on est en avance, eh bien, on va nous restituer de l'argent. Si on est en retard, on va nous demander de l'argent. Donc, souvent, la gymnastique du prélèvement à la source, on nous demande souvent pourquoi finalement on continue à déclarer nos revenus chaque année. Ben, la réponse, elle est là. La réponse, elle est qu'en fait, on vérifie chaque année, au moment de la déclaration d'impôt, si oui ou non, vous avez payé l'impôt qui était dû, ou si vous êtes en avance, ou si vous êtes en retard. Et à partir de là, on vous fait payer le solde ou on vous restitue le solde. Pour finir sur l'avis d'impôt, en bas à droite, vous retrouvez l'ensemble des plafonds d'épargne retraite que vous pouvez utiliser pour vos versements sur un PER.
Donc, concrètement, ça vous permet d'avoir les plafonds non utilisés ou utilisés en fonction d'eux. On vous invite à bien sûr bien les remplir chaque année pour avoir un bon suivi. Donc, j'espère que tout ça, c'est clair. Je vois, Kouda, il y a beaucoup de questions. Oui. Je te laisse peut-être y répondre. Je vais y répondre. Alors, on a une question sur les panneaux solaires qu'on installe. Faut-il les déclarer le montant de l'achat? Alors, c'était vrai à l'époque, il y a plusieurs années déjà. Quand on faisait une acquisition de panneaux solaires, on avait le droit de bénéficier d'une réduction d'impôt. Aujourd'hui, non. Pour les panneaux solaires, à ma connaissance, vous n'avez pas à les déclarer au titre de la déclaration des revenus. Alors, Oui, concernant les rachats partiels, pour ouais. Olivier, oui, normalement, là, c'est pareil. Normalement, les rachats partiels qui sont effectués en contrat d'assurance vie sont transmis à l'administration fiscale et pré-remplis pour une partie. On est OK. Maintenant, on vous invite quand même à vérifier. Exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est que au même titre que pour les revenus de capitaux mobiliers, quand vous avez un compte titre, un PEA, vous avez vendu, voilà, et sur les rachats d'assurance vie, pareil, vous avez certaines banques, assureurs, sociétés de gestion qui vont communiquer à l'administration fiscale en temps et heure pour permettre à l'administration d'intégrer ça informatiquement dans votre déclaration en ligne. Et vous avez d'autres, non, c'est pas fait. Donc, il faut toujours quand même contrôler vous ce que l'administration fiscale, parce que dans la partie revenus capitaux mobiliers et rachats assurance vie, tout en bas de la déclaration, vous avez un petit tableau récapitulatif avec le nom des organismes qui ont déclaré à l'administration fiscale des données vous concernant. Donc, si vous voyez que vous avez fait des rachats sur un contrat et qui n'apparaît pas là, vous avez la possibilité de modifier le montant qui a été pré-rempli et vous complétez avec le montant qui n'a pas été communiqué à l'administration fiscale. On a une dernière question concernant tout à l'heure la plus-value de cession immobilière. On nous demande pour les revenus locatifs vides, donc pour une location nue, si j'ai bien compris, est-ce vrai qu'on peut déduire le prix d'acquisition de l'immeuble et non pas le crédit de ce bien et pendant combien d'années? Donc, le prix d'acquisition de l'immeuble, vous allez le déduire au moment de la vente de votre immeuble. Le prix d'acquisition va venir, le prix d'acquisition va permettre de déterminer s'il y a une plus-value ou pas, et les frais d'acquisition également. Ce que vous allez pouvoir déduire de vos revenus locatifs, ce n'est pas le crédit, mais les intérêts d'emprunt uniquement. C'est-à-dire que quand vous remboursez votre mensualité de prêt, vous remboursez une partie de capital et une partie d'intérêt. Ce qui est déductible des revenus locatifs, c'est finalement le coût du crédit. Donc, chaque année, vous allez pouvoir déduire la partie des intérêts d'emprunt que vous avez payés. Donc, vous avez des banques qui, chaque année, vous envoient un récapitulatif des intérêts d'emprunt. Et si vous ne le recevez pas, vous prenez votre tableau d'amortissement, vous prenez de janvier 2022 à décembre 2022, vous prenez la colonne intérêt, vous faites le cumul. Et ça, oui, vous pouvez le déclarer au même titre que vous pouvez également déduire les primes d'assurance emprunteur. Elles sont également déductibles. Vous les ajoutez aux intérêts d'emprunt et vous les déduisez de vos revenus locatifs. Alors, en complément, Ouda, parce que c'est un peu le sport, on va dire, d'un webinaire en ligne, voilà, d'essayer de vous répondre, parce qu'il peut y avoir une confusion en tous les cas sur la question qui est posée. Est-ce que vous parlez concrètement d'un bien locatif, par exemple, qui serait sous un régime spécifique, type Pinel, type voilà, Périsol, puisqu'on arrive à la fin des Périsol. Voilà, de quoi vous parlez en fait quand vous parlez de la déduction du prix d'acquisition? Parce que oui, sur ce type de bien, à l'époque, on pouvait déduire une partie du bien. Donc ça, c'est le premier point. Donc, est-ce que vous parlez d'un régime de faveur ou pas? Et la deuxième chose, attention, si le bien est vide, oui, on va pouvoir déduire des intérêts d'emprunt si vous avez des revenus fonciers de même nature, d'accord, mais vous aurez une taxe sur les logements vacants qui risque d'arriver si la vacance est supérieure à 12 mois. Donc, nous, on le voit très régulièrement avec nos clients. Donc, attention, aujourd'hui, on ne peut pas pouvoir déduire, mais en tous les cas, oui, c'est possible si vous avez d'autres revenus locatifs de pouvoir déduire, bien évidemment. Alors, là, c'est pareil. Je vais donner quand même une précision importante. Le Code général des impôts est assez clair sur le sujet. En fait, on a le droit, le Code général des impôts, il dit la chose suivante. Il dit qu'on peut déduire toute dépense engagée en vue de conserver ou d'obtenir un revenu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va quand même falloir, pour déduire les intérêts d'emprunt, démontrer à l'administration fiscale qu'on a tout fait pour mettre en œuvre une location ou une relocation. Alors, c'est sûr que si vous faites des travaux pendant 12 mois, 24 mois, et que c'est un peu long, etc., et que derrière, vous avez envie de louer, voilà, on va pouvoir justifier à l'administration fiscale les raisons pour lesquelles vous n'avez pas mis en location.
Par contre, si derrière, en fait, c'est parce que vous n'avez pas envie de le faire ou parce que ça vous embête ou que ça vous enquiquine et que pendant des années, vous ne louez pas, ça ne sera pas possible. Parce que concrètement, l'article du Code général des impôts, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est l'article 13, qui dit la chose suivante, c'est qu'on peut donc déduire toute dépense en vue d'acquérir ou de conserver un revenu. C'est la même chose d'ailleurs, je le précise, pour les comptes titres, puisque Ouda a parlé des comptes titres. Par exemple, aujourd'hui, on peut déduire les droits de garde. Ben, pourquoi on peut déduire les droits de garde? Parce que c'est en vue de conserver ou d'obtenir un revenu. Ouais. Hein, voilà, c'est aussi simple que ça. La logique, elle est là. C'est je peux déduire une charge à partir du moment où concrètement, mon objectif, c'est acquérir. Pour conserver, voilà le. Donc, Françoise, j'espère que j'ai été précis, mais en fait, ça va dépendre un peu de la nature du bien dont vous parlez et de comment ça fonctionne. Mais oui, en soi, on peut le faire si derrière, on veut acquérir ou conserver un revenu. J'espère que c'est clair. Alors, on continue. Pour finir sur la partie pédagogique, très clairement, aujourd'hui, on vous invite à faire plusieurs choses. Bon, bien sûr, à vérifier votre déclaration de revenus, à vérifier tout ce qui est pré-rempli par l'administration fiscale. Une fois que vous allez avoir votre avis d'impôt, on vous invite bien évidemment à vérifier votre avis d'imposition, que tout est bien calculé, qu'ils n'ont rien oublié, qu'il n'y a aucune problématique. On vous invite également à aller sur votre espace impôt.gouv.fr pour aller vérifier votre prélèvement à la source, voir que tout est bien en place et qu'il n'y a aucune problématique. Modifier les montants s'il y a nécessité. Attention, j'avertis quand même aussi, là aussi, je mets un point d'alerte. Attention à vouloir trop jouer avec le prélèvement à la source. Hein, quand on veut à un moment donné payer moins d'impôts, on ne peut pas à un moment donné dire tiens là je vais baisser mon prélèvement à la source parce que l'année prochaine je sais que j'aurai une rentrée d'argent donc je pourrai payer le complément d'impôt. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'en fait concrètement si vous dépassez alors je ne veux pas dire de bêtises mais c'est 10% je crois du montant qu'on doit payer réellement, eh bien en fait on paiera des pénalités. Donc attention à cela. Pour les prélèvements, le prélèvement à la source, on évite de trop jouer avec. Donc, comme question, en tous les cas, ça fait partie des réponses qu'on a envie d'apporter. Donc, aujourd'hui, 3 cas de figure. Soit vous bénéficiez d'un remboursement, soit vous n'avez rien à payer, soit il vous reste à payer. Je vous l'ai montré sur l'avis d'impôt derrière. Et ça permet d'avoir vraiment, je dirais, l'étendue globale du fonctionnement de l'impôt. Alors, il y a une question qui est posée par Bernard sur les moins-values de vente immobilière. Je me permets d'y répondre, Ouda. Oui, vas-y. Ça fait partie des catégories, voilà, des principes de catégorie. Il y a des exceptions, il y a des régimes de faveur, des régimes de… Voilà. Donc, eh bien, non, hélas, on ne peut pas déduire les moins-values sur les ventes immobilières. Par contre, bien évidemment, bon, déjà, on ne paiera pas d'impôts, heureusement, vous me direz. Mais non, aujourd'hui, on ne peut pas, contrairement aux revenus de capitaux mobiliers, donc aux cessions de parts d'actions, où on peut reporter, là aussi, c'est pareil. On ne l'a pas précisé, mais quand vous faites vos revenus de capitaux mobiliers, surtout soyez, on va dire, très vigilants, soyez rigoureux, parce que concrètement, vous allez pouvoir reporter pendant 10 ans les revenus de capitaux mobiliers, les déficits. Les moins-values de cession en fait de valeurs mobilières. Voilà, pensez à conserver et à reporter sur votre déclaration année après année vos stocks de moins-values qui pourront s'imputer sur des plus-values de cession de même nature, quoi. Donc non, on ne peut pas aujourd'hui reporter les moins-values sur la partie immobilière. On en est désolé, mais en tous les cas, ça existe depuis très longtemps. C'est comme ça et pour l'instant, ça n'a pas évolué. Une petite précision, reviens Jean-Olivier s'il te plaît, sur quand on a indiqué supprimer, vous pouvez supprimer une ligne de montant si vous contestez qu'un collecteur vous a versé des revenus imposables. Juste alors c'est une petite exception, mais je sais que ça concerne pas mal de monde. Quand vous avez par exemple des enfants majeurs qui sont en études supérieures, parfois ils ont un job étudiant, parfois ils sont en stage, parfois ils sont en alternance, vous allez retrouver, si votre enfant il a eu des revenus imposables et que vous l'avez rattaché, vous allez retrouver les salaires qu'il a perçus et qui ont été déclarés par l'employeur. Vous avez la possibilité, alors sachez que quand on a des indemnités comme ça pour des enfants qui sont étudiants, ils sont exonérés d'impôt sur le revenu dans la limite de 3 SMIC. Donc, si vous avez des montants supérieurs à 3 fois le SMIC, eh ben, vous déclarez que le surplus. Mais si c'est moins, vous supprimez la ligne. Donc ça, il faut y penser pour pas que ce soit imposable au titre de votre enfant. Alors, il y a une question, je te laisserai y répondre, qui est posée par Ibra sur la CSG déductible. Lors d'un rachat partiel sur une assurance vie avec option hier, dans quel cas la CSG n'est pas déductible?
Pour moi, il n'y a aucun cas de figure, en fait. Non, pour moi non plus. En fait, dans tous les cas de figure, quand il y a une option IR, la CSG est déductible, donc il faut bien vérifier qu'elle soit intégrée ou en tous les cas corriger la CSG déductible, sachant que je rappelle que le principe de la CSG déductible, c'est CSG payée en année N, déductible en année N plus 1. Hein, d'accord, donc ça, à un moment donné, il faut qu'il y ait aussi une bonne manip intellectuelle pour que ça soit bien clair. Normalement, le montant de la CSG déductible remonte sur votre avis d'imposition en dernière page, comme l'a montré Jean-Olivier tout à l'heure. Vous retrouvez ce montant, il faut juste s'en rappeler et que l'année suivante, vous puissiez le déclarer. Mais l'administration fiscale reprend ça pour le coup. Ça fait partie des données qui sont pré-remplies par l'administration fiscale. Vous devez le retrouver sur votre déclaration pré-remplie. Alors, on peut rentrer dans le calendrier, Ouda, Oui. hein, pour nos clients. Donc, le calendrier fiscal, donc la déclaration en ligne est ouverte depuis le 13 avril. Vous avez donc jusqu'au 25 mai pour finaliser, signer votre déclaration d'impôt pour ceux qui habitent dans les départements 1 à 19 et pour les non-résidents, jusqu'au 1er juin pour les départements 20 à 54 et jusqu'au 8 juin pour les départements 55 à 976. Donc, si vous avez déjà fait votre déclaration d'impôt et que là, aujourd'hui, par exemple, avec notre webinaire, vous constatez qu'il y a des petites choses à corriger, pas de panique. Tant qu'en fait, on est dans la date limite, on n'a pas encore dépassé la date limite de dépôt des déclarations, on peut revenir sur son espace, on fait corriger ma déclaration en ligne et on peut revenir autant de fois. Donc, vous pouvez même très bien commencer votre déclaration aujourd'hui. Vous n'avez pas toutes les informations, par exemple, votre comptable ne vous a pas encore fourni votre BNC, votre BIC ou autre. À ce moment-là, vous pouvez continuer déjà à compléter votre déclaration et revenir plus tard quand vous aurez l'ensemble des éléments. Mais même si vous l'avez signé, vous pouvez revenir dans corriger ma déclaration et modifier autant de fois que vous voulez. Quand vous recevrez après votre avis d'imposition, vous allez aussi pouvoir corriger votre déclaration en ligne. L'espace est ouvert en général mi-août jusqu'à mi-décembre. Une fois que mi-décembre est passé, là, on ne peut plus faire de correction. Si on constate que finalement, il y a encore des erreurs sur la déclaration d'impôt, à ce moment-là, il faudra faire une déclaration rectificative en format papier que vous pourrez adresser à l'administration fiscale via votre espace sécurisé. Est-ce que c'est différent, Ouda, pour l'IFI? Non, les mêmes dates s'appliquent pour l'IFI. Donc, quand vous allez faire votre déclaration d'impôt sur le revenu et que vous êtes soumis à l'IFI, donc quand vous êtes dans la première page de la déclaration, on vous demande de cocher tous les types de revenus que vous voulez déclarer, les réductions d'impôt, crédits d'impôt. Tout en bas, vous avez faire ma déclaration IFI. Donc, IFI, pour ceux qui ne savent pas, c'est impôt sur la fortune immobilière. Elle se fait en même temps que la déclaration des revenus et donc on déclare l'actif immobilier que nous détenions au 1er janvier 2023 et pas 2022. Exactement. Donc, votre avis d'impôt, il sera disponible ensuite sur votre espace impôt.gouv entre le 26 juillet et le 4 août. Donc, comme a dit Jean-Olivier tout à l'heure, en fonction des acomptes d'impôt sur le revenu de prélèvements sociaux, des prélèvements à la source que vous avez déjà eu, soit vous allez bénéficier d'un remboursement d'impôt, soit vous avez plus d'impôt à payer, vous êtes flat, soit vous avez un montant supplémentaire, un reliquat d'impôt à payer. Donc, votre avis d'impôt, vous le recevrez au cours de l'été. Si vous avez un reliquat d'impôt à payer, sachez que si le montant qui reste à payer est inférieur à 300 €, vous devrez le payer en une seule fois. En général, c'est mi-septembre. S'il est supérieur à 300 €, le montant de l'impôt qui reste à payer va être étalé sur les 4 derniers mois de l'année, donc septembre, octobre, novembre, décembre. Si vraiment il y a des difficultés ou c'est un montant très important pour vous, à ce moment-là, il faut faire une demande à l'administration fiscale via votre espace pour demander éventuellement un étalement de l'impôt et justifier pourquoi vous le faites. On va passer, s'il n'y a pas d'autres questions, je vérifie. Non, il n'y a pas d'autres questions. On va passer donc aux nouveautés 2023. Il n'y en a pas énormément par rapport à ce qu'on avait pu avoir l'année dernière ou en période de Covid avec les allocations télétravail, etc. Il y avait eu pas mal de changements. Cette année, sur la loi de finances rectificative pour 2022 et la loi de finances 2023, on n'a pas beaucoup de changements. Il y a un principal changement sur lequel on va s'atteler un petit peu parce qu'on a eu beaucoup
de questions depuis avril, là, beaucoup de questions sur mais comment je fais, à quoi ça sert, est-ce que je suis obligée de le faire et je trouve pas mon bien, etc. Ça va être sur la déclaration des biens immobiliers. Donc maintenant, quand vous vous connectez sur votre espace impôt.gouv, vous allez voir, on va vous demander en même temps que votre déclaration, de déclarer vos biens immobiliers. Vous avez donc, j'ai fait une petite photo d'ailleurs, c'est accessible depuis le 2 août 2022 et pas 2023. Vous devez le faire avant le 30 juin 2023. Qui est concerné? J'ai envie de vous dire presque tout le monde, donc les personnes physiques, donc les particuliers, les personnes morales. Si vous détenez par exemple une SCI, la SCI doit également faire cette déclaration. Si vous êtes usufruitier d'un bien, si vous êtes co-indivisaire d'un bien, le nu propriétaire, en revanche, lui n'a pas à le faire, donc c'est à la charge de l'usufruitier. Donc on a dit vous avez jusqu'au 30 juin pour le faire et ça concerne tous vos biens immobiliers, donc résidence principale, résidence secondaire, les logements locatifs qui soient nus, meublés, loués de façon saisonnière ou des immeubles de tourisme et les logements que vous occupez, qui sont occupés à titre gratuit, ainsi que les logements vacants. Donc en fait, que vous soyez, à partir du moment où vous êtes propriétaire, que vous soyez particulier ou un professionnel, ou une personne morale, vous devez déclarer l'ensemble de vos biens immobiliers sur l'espace impôt.gouv. Alors, c'est sur votre espace particulier pour les personnes physiques et sur l'espace professionnel pour les personnes morales. Vous allez ainsi pouvoir, en fait, vous allez pouvoir consulter alors, je vais vous montrer comment ça se passe un peu. L'idée, en fait, parce que là aussi, on a eu beaucoup de questions, mais pourquoi l'administration nous demande de gérer, de déclarer nos biens immobiliers? Est-ce qu'ils ne vont pas instaurer une nouvelle taxe, etc. D'après les informations qui sont communiquées à ce jour, en fait, il n'y a pas d'autres taxes qui vont être instaurées. C'est simplement, en fait, parce que la taxe d'habitation a été supprimée pour les résidences principales, mais pas pour le reste des biens, donc résidences secondaires et immeubles locatifs. La taxe d'habitation reste, vous restez redevable de cette taxe. Et donc, l'administration fiscale a mis en place ce système de déclaration des biens immobiliers simplement pour mettre un peu à jour ses bases et identifier les locaux qui demeurent taxables à la taxe d'habitation. Donc voilà, l'idée c'est simplement, et la taxe aussi des logements vacants, parce que du coup, si vous déclarez que votre logement est vacant, vous allez recevoir une taxe sur logement vacant, comme a dit Jean-Olivier tout à l'heure. On considère un logement vacant s'il n'a pas été loué pendant 12 mois consécutifs ou que voilà, vous le laissez un petit peu à l'abandon. Donc, comment on fait? Donc, quand on va partir sur l'espace particulier, vous êtes sur votre espace, donc je vous dis, vous avez votre déclaration d'impôt, vous allez dans biens immobiliers et là, vous allez avoir une petite bulle qui va s'afficher en vous disant déclarer mes biens immobiliers, déclaration attendue. Donc, vous allez avoir, comme vous le voyez à l'écran, déclaration d'occupation et consulter. Donc, vous allez pouvoir consulter les informations que l'administration fiscale a en sa possession et vous allez faire votre déclaration d'occupation. Donc, cette déclaration d'occupation, quand vous allez la faire, il y aura déjà des informations qui seront pré-remplies en fonction de ce qu'a déjà l'administration fiscale. Vous devez faire une déclaration de tous vos biens, donc bien par bien, également des dépendances, donc cave, parking, piscine, garage, tout ça devra faire l'objet d'une déclaration. Donc, si ces biens, en fait, ces dépendances constituent un lot unique avec votre maison, à ce moment-là, il n'y a qu'une seule déclaration à faire, mais pour certains, je l'ai fait pour certains clients, on le voit, il y a une déclaration pour la piscine, une déclaration pour le garage, etc. Donc ça, vous allez compléter pour chacune des déclarations, pour chacun des biens, vous allez devoir déclarer, donc si votre locataire, donc vous allez déjà préciser en fait le mode de location, le mode de détention du bien, s'il est loué nu, s'il est loué meublé, s'il est loué en saisonnier, s'il est vacant ou s'il est occupé à titre gratuit. Une fois que vous faites ça, vous faites suivant, on va vous demander donc l'identité de la personne qui habite actuellement le logement. Donc, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance. Et on va vous demander la date de début de location, en tout cas d'habitation, la date de début du bail. Donc, si jamais vous n'avez pas encore fait cette déclaration, vous avez jusqu'au 30 juin. Si vous n'avez pas toutes ces informations, que vos biens sont gérés, par exemple, par une agence locative, vous les appelez, vous récupérez toutes ces informations, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, et date de début du bien, de location, du bail, pardon. Montant du loyer, également, pour les biens qui sont loués, on vous demande également le montant du loyer. Ces montants de loyer, c'est
là aussi, c'est pas pour vous fliquer ou autre. Le but de l'administration, c'est de connaître, en fait, de faire des statistiques et de connaître les valeurs locatives des biens par secteur, en fait. C'est simplement ça. Alors Donc, quand ça me ouais, permet, Ouda, de rebondir sur la question qui est posée, sachant qu'il nous reste à peu près 5-10 minutes grand max pour finaliser les nouveautés. Mais il y a une question qui est posée par Françoise qui est assez intéressante, qui rebondit sur ton principe de calcul de valeur locative. Alors, très clairement, la question c'est, j'ai une amie propriétaire qui possède un appartement à Paris. Elle considère que cet impôt foncier est excessif. Comment peut-elle contester dans quel délai comment peut-on vérifier le calcul de l'impôt oui, foncier? parce que là, ouais, là aussi, on a eu effectivement même des questions sur la surface qui est affichée. Quand vous allez vous connecter, vous verrez parfois les surfaces affichées ne sont pas celles que pour vous, vous dites, bah, moi, je n'ai pas une maison à 150 mètres carrés, la mienne, elle fait 120. Donc, la surface, en fait, qui est affichée, c'est la surface réelle. Elle est différente, en fait, de la surface habitable, ce qu'on appelle la surface dite loi Carrez. La surface, en fait, elle va se calculer vraiment de mur à mur et la surface habitable également. Mais voilà, il y a certaines sommes qui sont déduites. Il faut savoir que les informations qui remontent sur l'espace, ce sont des informations que détient déjà l'administration fiscale et sur laquelle elle se base pour le calcul de votre taxe foncière. Donc, en principe, la déclaration n'a pas lieu de modifier le montant de la taxe foncière et de modifier tout ça. Si maintenant vous constatez, par exemple, qu'une erreur, soit une information est manquante pour votre bien, soit il y a une information qui vous paraît complètement différente de ce que vous pensez, à ce moment-là, vous allez dans votre espace, vous êtes toujours dans votre espace, vous allez dans messagerie sécurisée, vous envoyez une demande à l'administration fiscale, donc vous allez cliquer sur messagerie sécurisée, vous allez dans le thème j'ai une question sur le service bien immobilier, vous allez ensuite cliquer sur j'ai un descriptif, enfin j'ai une question sur le descriptif de mon bien immobilier, vous posez votre question en disant ben voilà, moi j'ai pas telle surface ou je comprends pas voilà tout ça et l'administration, le service foncier à ce moment-là va traiter votre demande de renseignement et vous permettra même éventuellement d'accéder à la déclaration foncière qu'ils ont eux en leur possession pour rectifier les informations liées à votre local. Bien évidemment, il faudra fournir des justificatifs. Donc là, François, si votre ami considère que son impôt foncier est excessif, peut-être que c'est parce que l'administration… Alors déjà, elle peut aller vérifier sur son espace en cliquant sur gérer mes biens immobiliers, elle clique sur ce bien-là et elle regarde quelles sont les informations parce que vous allez retrouver Alors, la superficie du bien. en complément, Ouda, je me permets de te couper dans ton élan. Juste en complément pour Françoise. La base déjà de la taxe foncière, il faut comprendre comment la base est calculée. La base est calculée sur la valeur locative du bien immobilier. Donc, la première démarche à faire, c'est de regarder aujourd'hui combien cet appartement pourrait se louer sur Paris. Donc, avoir des estimations précises de location pour savoir concrètement aujourd'hui quel va être le montant qui pourra être envisagé sur la location. Et à partir de ce moment-là, quand on va faire une requête auprès de l'administration fiscale, ce qui va être important, c'est quelle est la base locative qui a été prise en compte par l'administration fiscale, puisque la base locative, elle pèse pour 50% de l'impôt. Donc, concrètement, c'est quand même un moment, c'est un des points les plus importants. Donc, première étape, en complément de ce que vient de dire Ouda sur votre requête auprès de l'administration fiscale et de ce que vous allez pouvoir faire pour demander et étayer la réponse de l'administration fiscale, il va falloir passer par une étude du bien immobilier que vous avez, c'est-à-dire une étude locative pour savoir quelle est aujourd'hui la valeur locative de ce bien et quelle est la base locative qui a été prise Tout par à fait. l'administration fiscale. Et consulter son espace gérer mes biens immobiliers pour regarder si les informations qui sont connues de l'administration fiscale déjà sont cohérentes. Voilà. On a une autre question sur, mais pour une location saisonnière, comment on fait? J'allais y arriver, Elisabeth. En fait, quand vous allez cliquer, donc c'est un bien loué, hein, donc vous allez cliquer mon bien est loué. On va vous dire donc est-ce qu'il est loué nu, est-ce qu'il est loué meublé, est-ce qu'il est loué en location saisonnière. Donc pour la location saisonnière, en fait, ce qu'on vous demande, c'est simplement la date de début de la location saisonnière. On ne va pas vous demander l'identification des différents locataires, donc vous n'avez pas à aller rechercher tout cet historique. Sachant que ce qu'on vous demande quand vous allez faire votre déclaration, là on va vous demander l'identité des locataires, le début du bail, etc. Enfin, l'identité des locataires et la période d'occupation, on regarde la situation au 1er janvier 2023. Donc, si vous avez eu des locataires en 2022 qui sont partis, vous avez des nouveaux locataires, ben vous prenez
la situation au 1er janvier 2023, d'accord? Mais pour la location saisonnière, pas de problème, on vous demande juste le début, depuis quand vous louez finalement ce bien en location saisonnière, on ne vous demande pas l'identité des locataires. Pareil quand on est dans des biens en indivision. Là aussi, en fait, chaque co-indivisaire va pouvoir venir déposer, puisque si vous êtes en indivision, normalement, le bien remonte sur l'espace de chacun des co-indiviseurs. Là aussi, tout le monde va pouvoir faire sa déposition, enfin sa déclaration. Et si l'administration va retenir en fait la dernière déclaration qui aura été déposée. Donc c'est la dernière déclaration qui sera prise en compte. Pareil, lorsqu'on est en personne morale, que vous faites votre déclaration sur votre espace professionnel, je prends l'exemple d'une SCI, il y a plusieurs associés dans la SCI, il n'y a qu'un seul associé, pour le coup, qui peut déposer s'il veut la déclaration. Mais si elle est déposée par plusieurs associés, là aussi, c'est la déclaration, la dernière déclaration qui sera retenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur… Non, a priori, pas d'autres questions sur gérer les biens immobiliers. On va passer du coup aux nouveautés 2023, à ce qui a été mis en place par l'administration fiscale. Alors, pas grand-chose finalement, c'est plus des augmentations de plafond. En fait, le gouvernement a souhaité mettre en place des mesures en faveur de la défense du pouvoir d'achat des Français. Donc, ils ont voté plusieurs réformes avec la loi de finances rectificative pour 2022 et la loi de finances 2023. Et donc, il y a certaines des réformes qui vont être mises en place d'un point de vue fiscal. Donc, la première, en fait, c'est on a augmenté le plafond annuel des heures supplémentaires exonérées. Donc, vous aviez le droit à 5 000 € d'heures supplémentaires exonérées. Vous pouvez monter jusqu'à 7 500 €. Normalement, ces informations-là remontent bien sur votre déclaration pré-remplie. Là aussi, vous pouvez récupérer soit sur vos bulletins de paye, soit demander une attestation employeur pour vous indiquer quel est le montant des heures supplémentaires exonérées que vous avez eues sur l'année. Pour les salariés des entreprises du secteur privé, y compris les professions agricoles, on a également une exonération. Vous savez que quand vous avez ce qu'on appelle un compte épargne-temps, vous avez des jours de repos de RTT que vous cumulez en compte épargne-temps. Là aussi, pour défendre un petit peu le pouvoir d'achat, le gouvernement a dit on peut monétiser, donc transformer ces comptes épargne-temps finalement en argent. Et donc, si je sors ces jours de RTT ou de repos de mon compte épargne-temps, je peux les monétiser. J'ai le droit à une exonération, donc ils ne seront pas taxés, dans la limite de 7 500 € par an. Pareil pour les pourboires en 2022 et 2023, il va falloir les déclarer, mais ils sont exonérés par l'administration fiscale pour 2022 et 2023. Ça sera également la même chose. Donc, vous le savez tous, on a tous reçu le document. La taxe d'habitation, là aussi, a été définitivement supprimée depuis le 1er janvier 2023 et on a également une suppression de la contribution à l'audiovisuel. Donc, ça concerne, comme on l'a dit tout à l'heure, uniquement la résidence principale. Le barème kilométrique, lui, a été revalorisé de 5,4%. Le barème kilométrique, je vous rappelle, c'est pour ceux qui vont non pas prendre l'abattement de 10% sur les salaires, mais qui vont opter pour les frais réels. Donc, ils vont pouvoir enlever leur panier repas, déduire leur panier repas et leurs frais kilométriques. Et donc là, on a revu le barème kilométrique. Cette revalorisation permet aussi finalement, en tout cas pour le gouvernement, de tenir compte et de l'inflation et de la forte augmentation du prix des carburants. Et c'est pareil, c'est une revalorisation pour le barème kilométrique pour ceux qui, en fait, ça sert également de référence pour la fixation des indemnités kilométriques forfaitaires qui étaient versés par les employeurs, qui sont versés par les employeurs à leurs salariés, qui utilisent par exemple leur véhicule personnel pour faire des déplacements professionnels. C'est aussi ce barème-là est également revalorisé. L'exonération d'impôts, on l'avait vu ça sur les formations, sur les webinaires l'année dernière, l'allocation de télétravail qui était donc plafonnée à 2,50 € par jour pour couvrir les frais de télétravail. Là aussi, vu que le télétravail est un petit peu, désormais installé, on a toujours une exonération d'impôt sur le revenu qui est maintenue pour ces allocations. On passe aux nouveautés concernant les crédits d'impôt. Les crédits d'impôt, donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, pas les réductions d'impôt, mais les crédits d'impôt. 2 modifications, 3 même. La première, c'est le crédit d'impôt pour frais de garde de jeunes enfants, donc de moins de 6 ans. Le plafond était de 2 300 € de dépenses par enfant. Il est passé à 3 500 €.
Concernant l'emploi d'un salarié à domicile, donc là, vous le déclarez toujours dans la case 7DB de la déclaration 2042. Simplement, vous allez voir quand vous cliquez quand vous mettez votre montant employé salarié à domicile, case 7DB, en dessous, vous avez une petite ligne qui vous dit cliquez pour préciser la nature des services permettant de bénéficier de ce crédit d'impôt. Donc là, on ne voit pas très bien à l'écran, mais vous avez toute une série de services à la personne et d'emploi à domicile et vous allez pouvoir indiquer case par case et comme ça, vous savez exactement pour quelle prestation, finalement, vous avez le droit au crédit d'impôt. Je vous rappelle que le montant des dépenses est plafonné à 12 000 €, majoré de 1 500 € par enfant à charge ou par membre du foyer âgé de plus de 65 ans. Donc, vous avez quand même de la marge. En fait, l'administration demande aussi de préciser le type de prestation parce qu'il y a certaines prestations qui vont, elles, ouvrir à un autre avantage fiscal. Ça ne va pas plafonner il va y avoir des limites spécifiques, par exemple, je vous donne un exemple, si vous avez des prestations hommes toutes mains, là, c'est 500 € par an. On ne peut pas faire plus et ça ne doit pas dépasser 2 heures de prestation. Vous avez fait appel à une assistance informatique, Internet à domicile, vous avez droit à 3 000 € par an. Donc, normalement, c'est 12 000 € en tout, mais il y a des catégories spécifiques où ça va être 500, 3 000 €. Par exemple, les travaux de jardinage, maintenant, c'est 5 000 € par an. Voilà. C'est pour ça que désormais, l'administration demande à préciser la nature des services pour lesquels vous demandez le bénéfice du crédit d'impôt. Ça permet surtout de flécher pour l'administration, concrètement pour voir si les plafonds sont bien utilisés, si on n'a pas passé de services à domicile supérieurs au plafond autorisé par catégorie et ça permet d'avoir un petit peu plus de détails. Et puis aussi, peut-être aussi de contrôler et de voir si derrière, ils ne vont pas développer d'autres systèmes de dispositifs fiscaux pour inciter aussi l'emploi de salariés à domicile. Du coup, ouais, on déclare toujours la case 7DB et ensuite, on vient préciser la nature de la prestation. Dernière nouveauté, activation du service CESU avance immédiate. Avant, donc, quand on avait un employé salarié à domicile, par exemple, ou en tout cas quand vous avez sur votre avis d'impôt des crédits d'impôt, vous savez que le 15 janvier de l'année suivante, l'administration vous versez 60% d'avance lié au montant des crédits d'impôt que vous avez eu avant. Donc là, par exemple, on déclare cette année 12 000 € de salariat à domicile, ça nous donne 6 000 € de crédit d'impôt. En janvier 2024, l'administration va nous verser 60% de 6 000 €, donc 6 3 600 € que vous allez recevoir en janvier 2024. Désormais, vous avez la possibilité en fait d'activer un dispositif qui s'appelle CESU+. Vous allez l'activer en fait toujours via votre espace et ça va vous permettre en fait finalement de ne pas attendre l'année N+1 pour avoir ce remboursement d'avance, de crédit d'impôt, mais ça va en fait c'est l'administration qui va venir financer, faire une avance des aides fiscales du crédit d'impôt, mais directement aux personnes que vous avez sollicitées. Je prends par exemple, vous embauchez un salarié à domicile pour donner des cours à vos enfants. Ben, en fait, si vous activez ce dispositif CESU avance immédiate, vous allez payer finalement que, comme le crédit d'impôt, c'est 50% de la prestation, vous allez payer directement que 50% de la prestation et les 50% restants vont être payés par l'administration fiscale via le crédit d'impôt. Et l'année suivante, on va venir simplement déclarer finalement l'avance de crédit d'impôt qu'on a déjà bénéficié. Ça, c'était petite nouveauté. Et dernière chose, c'est la mise en place de la prime de partage de valeur qui a été mise en place depuis juillet 2022. Si vous êtes salarié, vous en avez peut-être bénéficié. En fait, elle vient remplacer la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, donc prime de partage de valeur. Elle est exonérée d'impôt sur le revenu dans la limite et elle est plafonnée à 6 000 €. En fait, c'est 3 000 € et elle est portée à 6 000 € si l'employeur a signé un accord d'intéressement, si elle est versée par un organisme d'intérêt général, etc. Donc, en tout cas, sachez que cette prime est exonérée d'impôt sur le revenu et vous avez donc une nouvelle case qui vient intégrer la déclaration des 2042. Une dernière chose, parce que ça, souvent, on l'oublie, ce n'est pas une nouveauté, mais c'était plus un rappel. N'oubliez pas de déclarer vos comptes bancaires à l'étranger. Donc là, pareil, quand vous êtes dans la première page de votre déclaration, on vous demande de cocher toutes les catégories de revenus que vous percevez et les réductions et crédits d'impôt. Vous avez une annexe compte détenu à l'étranger.
Donc parfois, on se dit: «Oh non, mais moi j'ai pas de compte à l'étranger», mais si vous avez ne serait-ce qu'un compte PayPal, PayPal est une société établie au Luxembourg, vous devez déclarer le compte PayPal. Si vous avez un contrat, de droit, luxembourgeois, je prends un exemple général Linux, c'est un contrat, de droit étranger que vous devez déclarer. Vous étiez, non résident, vous êtes désormais résident, vous devez déclarer, les comptes que vous déteniez à l'étranger. Donc annexe 3916 à cocher et là, vous allez à venir déclarer. Donc, on vous demande qui est l'organisme détenteur, le numéro de votre compte, depuis quand vous le détenez, l'adresse du détenteur, de l'organisme. Voilà, mais c'est simplement à titre déclaratif pour, on va dire, la coopération entre les pays. Voilà, est-ce qu'il y avait d'autres questions, Jean-Olivier, ou pas? Alors, il n'y a pas d'autres questions, donc pour le coup, on va pouvoir bientôt conclure. Donc pour ceux qui, veulent aller plus loin que ce webinaire, bien évidemment, nous avons un service, d'accompagnement fiscal, de suivi, fiscal et de suivi patrimonial. On accompagne un certain nombre de clients, bien sûr, dans leur déclaration, que ce soit déclaration IR, en complétude, hein, c'est-à-dire que ce soit déclaration juste de revenus, mais revenus, locatifs, revenus salariés, voilà. Bon, après, on ne se substitue pas aux comptables, hein, puisque les comptables, bien évidemment, travaillent avec nous sur la partie souvent société, les professions libérales pour les 2035, etc. Et en fait, c'est un travail regroupé qui nous permet de pouvoir apporter vraiment une grosse valeur ajoutée à nos clients. En tous les cas, on est capable aussi de vous accompagner sur l'IFI. Voilà, on accompagne tous nos clients sur des problématiques globales et on est capable, bien évidemment, de vous accompagner sur un service fiscal et on est capable de vous faire en détail une prestation et on est capable de détailler voilà, la prestation qu'on est capable de vous faire en fonction de votre besoin. On vous remercie pour votre écoute ce soir. On a débordé un petit peu, mais on a eu près de 20 questions ce soir, ce qui est très, très bien et qui prouve toujours cet enthousiasme pour ce webinaire spécifique fiscal que nous faisons chaque année. On est bien sûr à votre disposition. Vous avez les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Ce webinaire va être mis sur notre chaîne YouTube. Sur voilà, notre patrimoine, sur Centre du patrimoine TV. On va lancer un sondage. Je lance un sondage pour savoir si tout simplement si le format vous a convenu. On vous invite également donc à nous poser des questions complémentaires sur contact@centrepatrimoine.fr. N'hésitez pas. On a débordé de 10 minutes, on en est désolé, mais c'est vraiment l'enthousiasme. On vous dit à très vite parce que je pense qu'il y aura un webinaire soit fin de mois, soit début de mois, mais vous recevrez les invitations très rapidement. Alors, ça ne sera pas un patrimoine live, mais un live parlons. On va certainement parler private equity dans très peu de temps. On vous dit à très vite. On vous souhaite une très belle soirée. Merci Et bon courage pour vos déclarations. Sinon, n'hésitez pas à faire appel à nos services. Bien sûr, tout à fait. Très belle fin. On vous souhaite beaucoup de courage sur vos déclarations. Merci encore, à très vite. Au revoir. Au revoir.